avons retrouvé une autre femme. Elle a souhaité se faire appeler Muriel. Vous ne verrez pas son visage. Elle aussi, pendant son adolescence, a connu cette école dans la communauté de Tabitha's Place, à Sus. Donc l'école à Tabitha's Place, c'était pas du tout une école comme les autres. On y apprend essentiellement la Bible, avec tout ce qui concerne la religion. Mais on apprend aussi un peu le français, les maths, l'histoire. Mais c'était très minime comparé au programme scolaire normal. Et qui dispense les cours alors? Donc ce sont des personnes quelconques qui n'ont pas de diplôme. Ça aurait pu être moi à l'époque de maintenant. En étant adulte, j'aurais pu être prof alors que j'avais aucun diplôme. Dans ce document interne de la communauté que nous nous sommes procurés, il est expressément stipulé: donner au système scolaire une part de responsabilité dans l'instruction de nos enfants serait une infidélité envers Dieu. Toute collaboration avec ce système éducatif reviendrait à accepter de compromettre notre conscience. L'école interne est donc revendiquée et l'isolement assumé. Vous étiez au courant de ce qui se passait à l'extérieur? Non, pas du tout. Par exemple? Au niveau, j'étais jeune en même temps, donc je m'intéressais pas encore à la politique, mais ne serait-ce qu'au niveau des guerres, au niveau de la politique, au niveau... je savais même pas qui était le président de la République, non. Puis là-bas, c'est comme si c'est pas important, la vie extérieure est pas importante, puisque la vie extérieure, c'est beaucoup géré par Satan, donc c'est pas nécessaire de connaître. Pourquoi, Muriel, vous avez décidé de témoigner en dissimulant votre identité? Parce que j'ai encore de la famille là-bas, et donc j'ai peur des représailles, qu'on les change de communauté dans n'importe quel pays, et que je ne puisse plus jamais les revoir. Des enfants coupés du monde, une école au sein d'une communauté religieuse, avec ses propres programmes et ses propres professeurs sans diplôme. Nous sommes allés demander des explications à l'Éducation nationale. Direction, l'inspection académique d'Oloron-Sainte-Marie. Philippe Wolf est en charge de ce dossier. Chaque année, les connaissances des élèves de cette communauté sont évaluées. Donc voilà en fait le type d'outil qui nous permet de recenser les différents éléments. On a les exercices produits par les enfants, on a les textes sur lesquels ils ont travaillé et sur lesquels ils ont répondu aux examinateurs. Sur les différents domaines, maîtrise de la langue, mathématiques, ouverture au monde, etc. Et alors, quel est le verdict pour les enfants de Tabitha? Écoutez, sur 12 enfants de la communauté, on peut constater une hétérogénéité de niveau avec des enfants qui réalisent un certain nombre d'acquisitions dans le domaine des savoirs instrumentaux, lire, écrire, compter. Sur l'ouverture au monde, comme chaque année, on constate une ouverture au monde assez limitée. En France, il est tout à fait légal d'enseigner à domicile à ses enfants. Une déclaration à l'inspection académique suffit. Mais la loi du 5 mars 2007 est très restrictive. L'instruction dispensée dans un même domicile n'est possible que pour les enfants d'une seule famille. Donc le parent s'engage en fait à enseigner à son enfant à la place d'un professeur. En revanche, à Tabitha's Place, ses enfants sont ensemble. On n'est pas dans l'enseignement à domicile en tant que tel, on est plutôt dans une école qui existe au sein d'une communauté. Une école, elle est reconnue. Et là, vous la reconnaissez pas? Elle n'est pas reconnue. Donc on ne peut pas dire que c'est une école. Pour que ce soit une école, il faudrait que ce soit reconnu par l'IA et le recteur. C'est pas le cas. Donc à la limite, on est sur un regroupement d'enfants, ils sont enseignés par des parents dans le cadre de la procédure d'instruction à domicile. Et on joue sur les mots. Ouais. Là, on joue sur les mots. Et ça arrange tout le monde. C'est un compromis, concrètement. On sait très bien que si la justice marque le pas et accélère la pression, on a des fuites à l'étranger. En clair, l'école de la communauté de Sus est hors la loi. L'État ferme les yeux pour garder un contact avec les enfants. Pourtant, l'Éducation nationale ne profite pas de ces examens pour contrôler la santé des élèves. Est-ce que vous êtes accompagné de médecins scolaires qui voient les enfants?
Alors, pour l'heure, nous avons conduit sur le protocole que nous avons redéfini en lien avec l'inspection générale en 2003, principalement sur des éléments qui sont d'ordre pédagogique et, on va dire, en termes de développement physique, d'aptitude motrice, si vous voulez, dans le cadre d'une séquence d'éducation physique et sportive. Il n'y a pas d'auscultation des enfants. Non, il n'y a pas d'auscultation des enfants. Et pourtant, des contrôles sanitaires inopinés, plus poussés de l'éducation nationale ou du Conseil général, pourraient être nécessaires. En nous raccompagnant, notre hôte de la communauté nous avait fait d'étranges confidences. Ton enfant, il va devenir ce que tu veux que lui devienne dans sa vie. Ça s'appelle l'exercice de l'autorité. Ton gamin que j'ai vu avec le bandeau, Oui. il fait une connerie. Oui. Qu'est-ce que tu lui dis? Je prends une petite baguette et puis je lui dis maintenant, bon, tu sais que tu as besoin d'être corrigé parce que ce que tu as fait, c'est pas correct. Donc qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Donc je le discipline. Mais je le discipline en m'assurant que lui, il sait que c'est juste qu'il soit discipliné. Avec une baguette? Avec une baguette, oui. Et donc il se penche et puis sur les fesses, je lui mets 3-4 coups de baguette et puis tu vois, et puis au fond de lui... Ça doucement fait, ou ça fait mal? Ça fait, bon, faut quand même lui faire suffisamment mal, faut pas non plus exagérer. Ouais. Il faut quand même que ça le fasse sentir que ce qu'il a fait que c'est pas bon, pour que ça puisse le dissuader en quelque part au fond de lui de devoir recommencer. Mais ça veut pas dire que parce que tu le disciplines une fois, que ça veut dire qu'il va changer tout de suite. Donc c'est un processus dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut discipliner plusieurs fois. Voilà, oui. Des enfants corrigés au nom de Dieu. Muriel a bien connu cette discipline-là. Mais à l'entendre, c'est beaucoup plus qu'une éducation à l'ancienne. Moi, je me rappelle, je voyais un petit garçon qui était discipliné bien une vingtaine de fois, oui. Donc, oui, par jour. Par ses parents? Oui, par ses parents, par le pseudo-professeur. Tout le monde avait accès à la baguette. Est-ce que c'était un processus humiliant de se faire discipliner? C'était très humiliant de se faire discipliner. On me demandait de m'excuser en même temps. Donc la personne me parlait, me disait voilà, t'as fait ça, c'est pas bien, nanani, nanana. Alors moi, je devais dire oui, merci de me discipliner, merci. Il faut accepter la Il faut accepter la punition et la remercier. Ce sont des documents rares qui circulent seulement au sein de la communauté. On les appelle les enseignements. Celui-là porte justement sur l'éducation des enfants. Au fil des pages, on y apprend... Les parents sont l'autorité, juste ou mauvaise. L'enfant doit payer pour ses propres péchés, avec sa propre souffrance. Vous devez lui faire assez mal pour produire le résultat désiré. Le châtiment est la force physique légitime dont les parents doivent user en corrigeant ou réprimant la rébellion d'un enfant. Les enfants d'Anne-Marie et Michel sont restés, eux, 5 ans sous l'emprise de cette discipline. C'est la première fois qu'ils racontent ce qu'ils ont subi. Qu'est-ce que t'aimais pas dans la communauté? Qu'on corrigeait. Ça veut dire quoi, corriger? Qu'est-ce qu'on faisait? Quand on prenait une baguette, puis on tapait. C'était toi qui tapais? Non. C'était toi qui te faisais taper? Par qui? Quelquefois mon père ou les autres. Pourquoi ils te tapaient? Parce que je parlais quelquefois. Parce que tu parlais? Ouais. C'était une grave faute, ça? Ouais, parce qu'on faisait des activités. Et t'avais pas le droit de parler? Ouais. Ça a fait mal? Ouais. Et ça arrivait souvent? Ouais. Combien de fois? Je sais pas, environ 3 fois dans la journée. 3 fois dans la journée? Les 2 aînés, 2 filles, avaient 11 et 9 ans. J'étais passée par la case départ. Ouais. Elles se souviennent donc par le détail des corrections multiples et des privations. Et vous aviez des jouets? Non. Pourquoi vous aviez pas Parce des qu'on jouets? nous les brûlait après. Et pourquoi vous les brûlez? On n'avait pas le droit d'en avoir. Est-ce que vous avez demandé souvent à vos parents de partir de la communauté? Non. Et vous en aviez envie? Oui. Souvent j'allais aux portes et je voyais l'école en face, l'école primaire. Et je me disais, ça doit être bien là-bas avec eux, quoi. Et j'ai pensé déjà. Tu voulais t'enfuir? Oui. Mais je savais pas comment.
Est-ce que tu peux me raconter une fois où toi t'as été corrigé? En fait, j'avais rien fait, mais la personne a cru que j'avais fait quelque chose. J'avais levé les yeux par la fenêtre parce qu'on était assis par terre, et elle a cru que j'avais levé les yeux au ciel. Ça, c'est interdit. Bah oui, mais je savais pas ce que c'était, lever les yeux au ciel. Alors la personne, elle m'a dit, t'as levé les yeux au ciel, viens derrière le tableau. Et elle m'a dit de baisser mon pantalon et tout. Je me suis dit, mais j'ai rien fait moi, pourquoi elle me fait ça? Et j'avais rien à dire, quoi. Je pouvais pas aller contre la volonté. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai dit à mes parents que j'avais rien fait et que cette personne n'avait pas le droit de me faire ça. Mais ils m'ont pas cru, et puis la personne, elle a obligé mes parents à me corriger. Et ils l'ont fait. Et ça m'a... je pouvais pas leur pardonner, quoi. C'est pas facile de parler de tout ça? Non. Parce que je reviens dans les mauvais souvenirs, et puis des fois je craque. Il faut savoir que même les bébés sont corrigés pour rester tranquilles à partir de 6 mois. Et que les adolescents qui ont la peau dure, eux, ils sont corrigés à coups de branches de palmier. Quelque chose qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus fort. Des années après, avec le recul, je vois que c'est une maltraitance profonde et d'autant plus perverse qu'elle ne se voit pas. C'est pas un enfant qui est roué de coups, qui présente des tuméfactions ou des traumatismes ou un œil au beurre noir. Non, non, non. Il s'agit d'un enfant dont on brise quotidiennement depuis sa naissance la volonté, l'indépendance, l'épanouissement, la liberté de choix pour sa vie future. Tout ça, il n'en a même pas idée. Est-ce que vous en voulez pour vos enfants? Oui. De leur avoir fait subir ça? Oui. C'est clair que les enfants, ils auront ça dans leur passé. Donc c'est en nous, on y pense tout le temps. C'est en nous. Une seule fois en 5 ans, Anne-Marie et Michel ont été autorisés à aller voir leur famille. À leur retour, la communauté les met à l'écart. Une quarantaine, représailles pour avoir contacté le monde extérieur, le déclic. Rattrapée par tous ses doutes, cette famille a donc quitté la communauté de Sus. Les parents ont tout perdu, la confiance de leurs enfants et toutes leurs économies qu'ils avaient placées dans la communauté. Aujourd'hui, ils ont déposé plainte contre X pour abus de confiance, abus de faiblesse et violence sur mineurs de moins de 15 ans. L'enquête est en cours, ici, au tribunal de Pau. C'est le procureur de la République qui nous reçoit. Monsieur le procureur. Vous allez bien? Ici, le dossier de la communauté de Sus est un dossier sensible suivi de près. Pourtant, les pouvoirs publics ont déjà bien du mal à savoir combien d'enfants vivent là-bas. Alors, sur cette communauté de Sus, par exemple, au moment où on se parle, est-ce que vous savez combien il y a d'enfants dans la communauté? Peu ou prou, parce que je vous le disais, c'est une population qui est très mobile. Donc, il y aurait, vous voyez, je parle au conditionnel, il y aurait une vingtaine d'enfants actuellement dans la communauté.